Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier Daniel Lecomte qui nous a invités aujourd'hui euh, pour parler de cette courte expérience. J'expliquerai. Je voudrais remercier aussi Joseph Gazingel qui m'accompagne. Daniel vient de le présenter. Alors, je suis comédienne, chanteuse, metteur en scène et art thérapeute. La voix a toujours été un objet précieux pour moi. Mais c'est lors de répétitions en vue d'une création de spectacle avec des adolescents autistes que j'ai commencé à comprendre l'importance du fait de savoir porter sa voix lorsqu'on s'adresse à des personnes qui justement ne l'utilisent pas. Pas d'échange possible, aucune porte à ouvrir et un énorme sentiment d'impuissance. Mais alors, comment faire ? Comment appréhender le fait de s'adresser à quelqu'un qui ne répond pas ? Qui n'entend pas, peut-on se surprendre à penser ? Est-ce peine perdue ? J'ai refusé cette idée de tout mon corps. Et c'est le cas de le dire. Il s'agit de comprendre que la voix, c'est du corps. Notre voix n'est pas un instrument. Elle est le résultat d'une action sur notre corps. L'instrument, c'est notre corps. Que ce travail soit conscient ou non, la voix est donc un produit corporel. Elle est le son de l'instrument. Elle est le résultat d'un acte moteur, motivé par un je ne sais quoi que nous pourrions appeler peut-être le désir. Donc aujourd'hui, pour aborder la voix et ce qu'elle trimballe de désir et de plaisir, j'ai décidé de vous parler d'une courte expérience dans un service de réanimation. Lorsque je suis arrivée dans le service de l'hôpital Saint-Joseph, à ma demande pour écrire un texte sur la voix en réa, justement, les médecins ont été très accueillants. Je n'avais prévu aucun plan de travail, je n'avais aucun objectif, préférant rester ouverte à ce qui pourrait se passer. Ils m'ont demandé si je voulais bien chanter pour les patients. J'ai tout naturellement accepté, n'ayant absolument à aucun moment imaginé que cette demande allait m'être faite. Du premier jour, il ne me reste que silence. Pas de bruit, pas de bip, des voix sourdes, du sérieux, beaucoup de sérieux, des couleurs, pastel, du vert, du bleu, du blanc et des chambres roses. Le visuel a pris toute la place. L'écoute a besoin de temps. L'équipe soignante m'a proposé d'aller voir une dame qui était très anxieuse et à laquelle un peu de chant ferait du bien. J'y suis allée. Une dame intubée, l'air triste, avec un regard très vif, qui semblait attendre des réponses à des questions qu'elle ne pouvait pas poser. Sa famille était présente. J'ai proposé quelques titres que j'avais en tête. La dame a choisi un morceau d'Édith Piaf et je me suis mise à chanter. Elle a immédiatement laissé couler ses larmes. J'ai eu très envie de lui prendre la main, mais on venait justement de me faire les recommandations d'hygiène. Se laver les mains en entrant et en sortant de la chambre, surtout en ce moment, car la grippe rôde. Faire très attention à ne pas toucher les malades. Ils ont leur cercle qu'il ne faut pas enfreindre. De toute façon, vous n'aurez pas à vous en approcher pour chanter. Je n'ai pas su quoi répondre. Ça prendrait trop de temps à expliquer et je ne serais certainement pas comprise. Nous verrons par la suite, me suis-je dit. J'ai obéi, mais en me sentant attachée, comme si mes mains n'étaient pas libres, avec l'extrême conscience qu'en me sentant dans cet état, mon corps trahirait quelque chose qui irait contre ma volonté. La famille de cette dame était là, donc, et en me mettant à leur place, je comprenais que ma présence ne pouvait pas résonner autrement que comme une intrusion, même si cela paraissait évident pour les soignants. Toute personne qui entre dans la chambre d'un patient est un intrus.
La chambre du malade devient un peu son chez lui, alors que les soignants semblent être chez eux aussi, un peu comme un propriétaire qui louerait son bien et viendrait de temps en temps faire un petit coucou à son locataire, pour son bien, mais sans le prévenir. Toutes les fois où je suis allée chanter dans la chambre de quelqu'un qui recevait des visites, cela a induit ce même effet. L'impression de ne pas être à ma place, car un moment intime était en train de se vivre et je n'avais pas à être là. À moins, peut-être, que l'équipe ait pu le formuler avant. Cette première expérience me renvoyait un immense besoin de quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Quelque chose manquait. J'avais besoin de plus. Connaître le pourquoi de leur présence, avoir quelques repères, savoir ce que je pouvais m'autoriser ou non. Je sentais un indescriptible manque, comme si tout devait se jouer sur l'instant, qu'il fallait faire de l'efficace. Peut-être était-ce parce que je savais que je ne resterais pas longtemps et que je ne pouvais donc rien promettre, rien engager. Peut-être aussi parce que j'avais assisté à une réunion de synthèse qui m'avait donné le sentiment que les personnes qui arrivent en réanimation ne restent pas longtemps. Je ne sais pas. Sortant de cette chambre, j'ai chanté pour une autre dame. Elle adorait Piaf et m'a fait chanter presque tout son répertoire. J'exagère un peu. Elle a pleuré, beaucoup pleuré. Elle a fredonné avec moi, se demandant si elle avait le droit avec ses problèmes de poumons. Et puis, elle s'est ouverte à moi, m'a raconté son mariage, ses enfants, sa séparation, et puis son nouvel homme, sa dernière fille, et tous ses autres hommes, car elle était cœur d'artichaut, m'a-t-elle dit. On a plaisanté. Puis nous nous sommes quittés car il le fallait bien. Je suis sortie pour poser les textes que j'avais en main et je suis revenue pour me passer les mains sous ce produit à la porte des chambres. Elle m'a regardée, peut-être croyant que j'allais lui dire un dernier mot, que je revenais vers elle encore une fois. Je ne saurais jamais si elle a pensé ce que j'ai cru entrepercevoir. Mais son regard était tellement incarné, comme si ce geste était de trop. Après ce que nous venions d'échanger, je pense que ces quelques microbes, j'aurais pu les garder encore quelques secondes pour m'en débarrasser dans le lavabo du couloir. C'est ce que je me suis dit. À ce moment, j'ai alors décidé, pour me laver les mains, d'attendre de faire quelques pas dans ce couloir, pour me diriger jusqu'au lavabo. À chaque sortie de chambre et nouvelle entrée, dans une autre, je ferai ainsi. Cela prendrait un peu plus de temps, mais cela me permettrait de préserver un peu encore la chaleur du moment passé, ne pas l'aseptiser, respecter les consignes d'hygiène sans pour autant trop insister. Sortant de cette chambre, je suis passée devant celle d'un patient sédaté, comme on dit. Je ne connaissais pas ce mot. Cela laisse planer le fait qu'il ne souffre pas, qu'il dort, mais également et surtout l'impression que son état tient par la décision du corps médical. On entend, il me semble, que rien ne dépend du patient. Son état ne lui appartient plus, puisqu'il est sous l'effet de l'action des soignants. Comme si son état ne dépendait que de cela. Il est sédaté, entretenu par un sérum qui amoindrit sa douleur et le fait dormir. Mais qu'est devenu le coma ? Les gens dans le coma n'existent plus ? Je ne sais pas si le micro fonctionne. J'ai entendu ou pas ? D'accord. Au niveau du son, c'est pas la même chose. Ouais. Mais qu'est devenu le coma ? Les gens dans le coma n'existent plus ? L'homme qui rendait visite à ce patient m'a souri et salué. Je me suis donc présentée. Bonjour, je suis chanteuse. Voulez-vous que je chante une chanson ? Oui, si vous voulez, mais il n'entend rien.
On ne sait jamais, me suis-je entendu répondre. Savez-vous ce qu'il aime ? J'ai lutté pour ne pas dire ce qu'il aimait. Quelque chose me poussait à parler au passé. Oui, il aime beaucoup Mylène Farmer. Ah, je n'ai rien de Mylène Farmer, je suis désolée. Ben sinon, Mécano ? Mince, je n'ai pas non plus. Talon aiguille, vous connaissez ? Cela me semblait aller avec le style de musique qu'il m'évoquait, et je me suis laissé aller à proposer ce que je sentais du moment, feuilletant dans mon répertoire. Sinon, j'ai Les uns contre les autres, vous connaissez ? Oui, ça peut lui plaire, éventuellement. D'accord. Je m'installe donc sur le tabouret qui était à côté de son lit. Je m'approche de son oreille et entame mon chant, doucement, intimement. On dort les uns contre les autres. J'avais à peine commencé lorsque 2 soignantes sont entrées dans la chambre pour lui faire ses soins. On vit les uns avec les autres. Monsieur, bonjour, on va vous faire des soins. On se caresse, on se cajole. Et hop, le coton-tige dans la bouche. On se comprend, on se console. Elles avaient le sourire et m'ont dit très gentiment de ne pas m'interrompre, car cela était très agréable. Mais je dois avouer que la situation était assez délicate. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Situation encore plus délicate. Ces mots n'ont jamais résonné dans ma tête avec autant de poids que ce jour-là. Le contexte ne réclamait pas de tels mots. Et mon inconscient venait de me jouer un tour. Oui, évidemment, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et surtout dans cette situation. Mais comment ai-je pu être aussi sotte ? J'avais alors 2 solutions. Rester sur cette erreur et faire comme si de rien n'était, continuer la chanson jusqu'à la fin. Ou trouver une solution rapide pour ne pas répéter cette phrase une seconde fois. J'avais l'extrême conscience que ce que j'appellerais pour l'instant mon intérieur ne ferait que me trahir, que trahir mon malaise, et ne manquerait pas de se sentir dans ma voix. Il me fallait absolument rapidement assumer cet état intérieur pour m'autoriser à jouer avec. À jouer avec l'instant, à saisir le plaisir de l'instant, quoi qu'il arrive. Cela m'a confirmé que j'étais absolument certaine par tous mes pores que la personne que j'avais en face de moi était bien encore un sujet. Mais qu'est-ce qu'elle était seule ? C'est bien cela que voulait crier mon inconscient. J'ai alors décidé d'improviser, de laisser place à l'humour et de dire en chantant ce que je pensais de cette situation. Il fallait que j'essaie d'oublier les présences autour pour ne pas me disperser et ne m'adresser qu'à ce monsieur. Ne pas me laisser happer par les différents désirs présents dans la pièce et réussir à rester seule avec lui. Seul au monde. Mais tous les deux, dans le plaisir de cet instant fragile. J'ai donc improvisé sur la musique du morceau. Et je suis désolée, car je me rends compte que ces paroles ne sont pas très gaies, et que j'aurais dû choisir autre chose, mais je ne sais pourquoi cette chanson, je la trouve toujours jolie. Mais je vais peut-être en choisir une autre qui sera un petit peu plus douce, un petit peu plus douce. Je lui ai alors chanté une berceuse comorienne qui m'a permis de l'envelopper de façon plus chaleureuse.
Un chant dans une autre langue, une langue inconnue, permet de laisser la voix seule faire son travail, comme une main qui caresse et ne dit rien. Rien de plus que ce que le corps de l'autre veut bien entendre. Lorsque je suis partie, le monsieur qui était venu rendre visite à cet homme m'a demandé si j'étais présente dans le service de façon régulière. J'ai dû lui répondre que non, et que je ne savais pas quand je reviendrais. Avec l'impression d'un abandon. Je suis revenue la semaine d'après, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas de Mylène Farmer, car à vrai dire, je ne m'attendais vraiment pas à le retrouver. Et il m'a dit en plaisantant: « Alors, vous avez les Mylène Farmer ?»« Non, je suis désolée. Vous voulez que je lui chante une nouvelle chanson ?»« Non, je pense qu'il est fatigué. Il faut le laisser se reposer. Désolé, ça ne vous dérange pas ?» ?»« Bien sûr que non. Vous avez raison, enfin, c'est pas pour... J'étais déconcertée par cette dernière phrase. Ça ne vous dérange pas? Comme si je chantais pour moi. Mais peut-être. Enfin, ce n'est pas le moment de se poser cette question. Pour qui? Pour moi? Pour lui? Pour moi? Quoi qu'il en soit, voilà qu'il avait pris conscience que cet homme pouvait être en vie, encore en vie, et qu'il avait besoin de se reposer. Même si je me sentais terriblement coupable de ne pas avoir pensé à prendre un chant de Mylène Farmer au cas où, c'était tellement juste, je ne pouvais pas ne pas entendre qu'il venait de redonner un désir à cet homme. Cet homme qui, une semaine plus tôt, n'entendait rien, m'avait-il dit. Me voilà convaincue, à ce moment, que de venir chanter pour des personnes qui visitent un patient sédaté ou dans le coma prend tout son sens. Cet échange en chanson peut tout simplement faire du lien entre le patient et sa famille qui se retrouve là à ne savoir que faire, que dire. Dort-il? Ne dort-il pas? Entend-il? N'entend-il pas? Est-ce que cela vaut le coup que je lui parle? Mais je vais être complètement ridicule si on me voit lui parler. Lorsque je n'étais pas dans une chambre, je laissais mon corps me porter. Je marchais dans le couloir d'un bout à l'autre, lentement. Je faisais des allers-retours en attendant qu'une rencontre ait lieu, Lorsque je vis un monsieur doux et souriant devant la porte d'une chambre. Il m'a souri. Je lui ai dit bonjour. Bonjour. Et je me suis présentée. Je suis chanteuse. Je lui ai proposé de chanter une chanson à la dame qui était alitée. Si vous voulez. Commençant à me sentir un peu plus à l'aise, je lui demandai donc s'il souhaitait des chants en français ou en d'autres langues, avec le secret espoir qu'il préférerait la seconde proposition. Comme vous voulez. Vous chantez quoi d'habitude? J'aime beaucoup les chants de Tziganes. Je vis alors son visage s'éclairer. J'adore les chants de Tziganes. Je me réjouis à mon tour puisque jusqu'à présent, les personnes optaient plutôt pour des chants français. J'aime aussi, mais pas autant que la langue tzigane qui me chavire. J'ai un chant qui parle de l'enfance et qui dit que le soleil brille pour tous sur cette terre. Ça vous va? Oui, allez-y. Non. Excusez-moi, je repars. Shavorenash keren le manushan vorbinen tai pamende pe kilukam savora savoyasa Soko di par
la mukiam kai kamande chir de illo ke kamande shai kelem tai rakagionievo grupo Kayıçır hayte kamaz Vamaresa tesaresa. Pendant que je chante, je le regarde. Je regarde sa femme pour leur transmettre toute la simplicité de ma présence. Il a laissé perler ses larmes. J'ai senti à ce moment un partage indéniable. Nous étions vraiment tous les trois en train de partager ce moment. Il devenait le récepteur qui pouvait transmettre à son épouse. C'est son désir qui pouvait agir à ce moment, au-delà du chant. Quelqu'un l'appelle. Te abiol eluma vamente shai abliuva abandela que sa conesquete tatiare lucam. J'ai chanté pour lui. Dans la chambre précédente, j'avais chanté pour le malade. Et le lien s'est fait par le chant. Je me suis faite vecteur entre ces deux hommes qui ne communiquaient pas. Mais dans cette chambre, c'était différent. Mon chant s'est adressé à celui qui avait un regard. C'est lui qui pouvait devenir le vecteur et transmettre à sa femme. Le chant se termine et je lui demande s'il veut que j'en chante encore un. Oui, avec plaisir. Devla Quelqu'un l'appelle. Tout est... Il doit aller chercher les affaires de son épouse dans un autre service. Pendant son absence, je suis encore en train de chanter et je vois la jambe de la patiente bouger. Je n'ose pas penser que mon chant ait pu provoquer une telle réaction. Je m'interromps. Je sors tout de même pour me renseigner. Je suis sortie sans prévenir la patiente. Excusez-moi, des mouvements nerveux sont-ils possibles ? Car la dame d'à côté a bougé la jambe. Oui, les mouvements nerveux sont possibles, me répond l'aide-soignante. Avec un sourire amusé. L'homme revient, je continue à chanter. La jambe de la patiente ne cesse de bouger. Nous constatons tous les deux, puis elle se met à bouger la langue en la sortant et la rentrant. Je suis mon mouvement intérieur et je lui caresse la jambe en même temps que je chante. Ceci en m'interrogeant toujours sur les recommandations d'hygiène. Voyant ce monsieur un peu désemparé, sans lui dire que je venais de poser la question, et pour ne pas le laisser sans réponse, je lui propose d'aller en parler à quelqu'un de l'équipe. Il y va. Il revient et me dit tout naturellement, avec ce sourire qui ne le quitte jamais. Mais c'est normal apparemment.
très calme, comme si la réponse lui suffisait. Ça m'étonne, mais je continue à chanter. Il m'en demande une troisième. Je chante. Elle continue de bouger, de temps en temps. Puis il me raconte comment cela s'est passé pour elle avant leur arrivée dans ce service. Elle a été victime d'une rupture d'anévrisme. Jusqu'à ce moment, il ne l'avait pas vue bouger. Que penser ? Hasard ou coïncidence ? Peut-on envisager qu'une voix puisse aller toucher le corps de l'autre ? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il suffit de se demander si une main peut raconter au corps de l'autre, si un regard peut caresser un corps. Oui, tout est une histoire de désir. Tout dépend du sous-texte qu'on y met. Et ce qui sous-tend le sous-texte, c'est bien le désir. Comme je vous l'ai dit au début, je suis aussi comédienne. Il y a un exercice que les comédiens pratiquent très souvent, pour ne pas dire continuellement. Dire quelque chose en pensant consciemment, intimement, autre chose. Si je dois dire le ciel est bleu aujourd'hui, mon sous-texte fera toute la différence au moment de l'énonciation de ma phrase. Si en énonçant cette phrase, le ciel est bleu aujourd'hui, si en même temps je me dis qu'il ne faisait pas beau hier, le ciel est bleu aujourd'hui, ou que j'aimerais qu'il fasse beau tous les jours car je suis en pleine déprime, le ciel est bleu aujourd'hui. Ou que le ciel était identique lorsque je me suis mariée, ou le jour de l'enterrement de mon père. La phrase ne résonnera évidemment pas de la même façon. On comprend qu'il y a une façon d'exprimer un sentiment intérieur, de laisser parler sa voix intime, mais qui est une voix quand même, et une façon de le dire, de le mettre à l'extérieur avec une adresse. C'est à ce moment, lorsque notre voix est adressée, qu'elle vient nous renseigner sur nous-mêmes. On comprend aisément que lorsque l'on travaille dans un service de réa ou de soins palliatifs ou tout autre service d'ailleurs, si le soignant qui doit faire les soins, entre dans une chambre en se disant « je ne peux rien faire pour lui, qu'est-ce que je fous là ?» c'est complètement différent de « j'accepte de ne pas pouvoir faire grand-chose pour vous, mais je vais essayer », en espérant que cela vous fasse du bien, en essayant de prendre plaisir à partager cet instant de vie avec vous. Ce soignant, lorsqu'il arrivera dans la chambre en disant « Bonjour, je viens pour faire vos soins », sa phrase ne sera pas du tout teintée du même message. Et ceci, même si les deux phrases sont complètement identiques. Comme je vous le disais en commençant, c'est donc en travaillant avec des enfants autistes que j'ai compris l'importance de ce sous-texte, de cette voix intérieure, qui est en fait la matrice de la voix émise. C'est en comprenant l'effet de l'action volontaire sur cette voix intime que j'ai pu m'adresser à eux. Plus que m'adresser, être entendue. C'est en me jouant la comédie que j'ai pu être entendue d'eux. À un moment, j'ai fait comme si j'étais une enfant et j'ai joué avec eux. Au plus profond de moi, j'ai agi sur mon intérieur, sur ma voix intime, pour ne plus vouloir agir sur eux, pour ne plus vouloir être entendue, mais agir sur moi, pour m'amuser avec eux. Simplement être avec eux et saisir le plaisir de l'instant. De cette façon, me semble-t-il, j'ai pu les appeler, en prenant plaisir moi-même, sans me préoccuper du leur, ou presque. Mais cette voix intime, d'où naît-elle ? Comment la comprendre ? Pour l'apprivoiser. Est-ce que j'ai vraiment agi sur elle ou sur autre chose ? Pour tenter de répondre à ces questions, je me dis qu'il suffit d'avoir bien à l'esprit que l'objet voix est notre premier lien au monde du dehors. La première source d'information extérieure à nous-mêmes, c'est la vibration du corps de notre mère. La vibration corporelle au sens propre du terme, et puis la vibration sonore, par sa voix.
sans oublier les battements de son cœur qui seront notre première musique. Et puis le sens de ces vibrations, la force du désir de notre mère, les sons qui s'entrechoquent pour venir nous dire quelque chose. C'est de là, de cet endroit que nous comprenons le monde. La compréhension par le langage parlé vient beaucoup plus tard. Nos premières sensations vocales passent par notre corps tout entier et par le désir de notre mère, qui donnera ses contours mélodiques à sa voix, désir qui fabriquera la matrice de notre propre voix, sa source. Lorsque nous comprenons cela, nous vient évidemment à l'esprit que la voix ne se réduit pas à la langue. Elle est désir, elle est émotion, elle est histoire, elle est symbole. Elle est d'abord intime. Elle est le début de notre histoire d'amour avec la vie. Nous avons donc, en tant que soignants, à travailler sur cet intime, sur notre intime, sans en avoir peur, savoir l'entendre et le laisser se dire, pour pouvoir être là au présent, dans la fragilité de l'instant, pour celui vers qui l'on va. Nous avons donc à travailler en entendant nos deux voix. Celle de l'intime et celle que nous adressons. Les deux reliés par un cordon imaginaire qui donnera finalement notre voix. Il s'agit en tant que soignants de les laisser dialoguer, en accord l'une avec l'autre, qu'elles disent la même chose ou des choses différentes. Il s'agit de les laisser tricoter ensemble le même chemin.